Industrial Nation, bienvenue à tous. Je vérifie que le live est bien lancé. Écoutez, a priori, mes amis, on a l'air d'être en live. Bienvenue à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Industrial Growth. C'est le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. PME et même un peu plus grosses, il n'y a pas de problème avec ça, on ne fait pas de distinction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur le live Émir Roumili de la société CFIT. Émir, bienvenue. Très content de t'avoir parmi nous. Très content d'être reçu. Merci Karim. Émir, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, nous donner un petit peu, peut-être quelques éléments sur ton background? On va essayer de faire rapide. Donc du coup, Émir Roumili, de formation initiale ingénieur nucléaire. Par la suite, du coup, j'ai bossé pendant 5 ans dans le domaine, dans la sûreté en particulier, principalement pour les donneurs d'ordre, donc EDF, Ramatom, ITER, Orano, etc. Et au bout de 5 ans, j'ai eu l'occasion de reprendre en thèse de doctorat sur 2 sujets, donc du coup la partie modélisation et numérique pour la sûreté nucléaire et la partie intelligence artificielle. Okay. Donc du coup, c'est 2 choses combinées, appliquées à un domaine d'expertise qui était la sûreté nucléaire. Donc voilà, ça a duré pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'étais aussi coordinateur technique sur des sujets IA. J'avais rejoint l'IA un petit peu avant. Le temps de monter tout le dossier, on était plus dans l'IA symbolique, les ontologies. C'est 2 choses combinées, appliquées à un... Alors j'entends le retour de ma voix. C'est bon, c'est réglé, c'est un petit bug technique. Top. Et du coup, à la suite de la thèse, donc thèse du coup qui a reçu le prix de la meilleure thèse de France AFIS, donc ingénierie système 2022-2024, surtout pour le côté un peu pionnier des travaux pour la sûreté nucléaire. L'industrie nucléaire, c'est un monde très conservatif, on va dire, sur ces sujets-là. Voilà. Et par la suite, du coup, je suis passé en chefferie. Beaucoup de projets. On va dire que c'était un peu le boom des sujets IA. Quand on avait démarré, c'était des modèles avant ChatGPT, avant les GPT, avant BERT, etc. Avant que ça soit à la mode, quoi. Avant que ça soit le buzz, quoi. Un peu avant que ça soit à la mode, ouais. Voilà, Okay. C'est ça. On avait eu quand même un moment dans l'image en 2010 avec ImageNet, etc. Là, on avait le moment un petit peu dans tout ce qui est texte. Ouais. Donc là, après, ça a commencé à exploser. On en discutera, mais on a vraiment senti, quand il y a eu les chats GPT, etc., que les personnes comprenaient beaucoup plus vers où on pouvait aller avec l'intelligence artificielle. Donc là, à ce moment-là, j'ai été impliqué dans plus de 60 projets. J'avais une trentaine dont j'avais la chefferie et c'était pas que des sujets nucléaires. On avait un peu du tout venant, des sujets texte, images, optimisation, un peu dans tous les domaines IA. Et puis par la suite, je suis passé au management. J'avais du business dev et j'étais dans le pilotage de la R&D. Et puis c'est là où j'ai décidé un peu de changer d'horizon. J'avais de belles propositions côté grand groupe pour prendre, on va dire, des directions dans ce sens-là, de transformation numérique. Ouais. Et on a décidé avec des amis de créer la Compagnie française des innovations technologiques, qui a cette hypothèse de base, qui est de se dire que comprendre le métier, pour aller vers le numérique, vers l'IA, ça change tout. Ouais. Puisqu'en réalité, cette transformation va se faire quand tout le groupe il se transforme ensemble. Et donc, voilà, c'est comme ça que le parcours s'est fait et qu'en même temps, la boîte s'est créée. Merci un petit peu pour ce parcours très riche. Ça te donne une vision d'ensemble aussi, c'est ça qui est intéressant par rapport à ton profil, c'est que tu n'es pas seulement un technicien, tu as mis les mains un peu dans la technique, la chefferie de projet, la conduite de changement aussi, j'imagine, au sein des projets auxquels tu as pu bosser. Et chacun a ses challenges, très différents. Justement, en quoi aujourd'hui, pour toi, c'est un enjeu majeur? Pourquoi aujourd'hui, l'IA, c'est un sujet au-delà du buzzword et du fait que c'est à la mode et que tout le monde s'en préoccupe? Bon, l'effet de mode, il ne va pas durer 10 ans et aujourd'hui, on se rend compte quand même que ça reste. Ce n'est pas juste un buzzword comme ça a pu l'être pour les NFT ou pour d'autres choses qu'on a vues ces dernières années. Là, on est sur une vraie vague de fond. Pourquoi, à ton avis, l'adoption de l'IA elle est si importante pour un industriel aujourd'hui? C'est une bonne question. Moi, je rejoins ce que du coup, on lit un peu tout.
On a dans le buzz, on a des mini-buzz. On Mhm. a eu tu l'as évoqué dans ton statut, le buzz des prompts, le buzz un peu beaucoup de choses dans ça. On essaye de comprendre le buzz, etc. Mais typiquement, moi, de mon côté, je pense pas que ça soit exagéré de dire qu'on a une nouvelle vague comme Internet. D'accord. C'est-à-dire, typiquement, pour moi, déjà, on va changer l'IHM, on va changer l'interface homme-machine qu'on avait avant. Et ça, c'est dû au fait que, pour moi, l'IA, elle vient, c'est un peu la base de mes travaux de recherche de ce côté-là, elle vient lisser la complexité. On a d'un côté les systèmes d'information, les systèmes des machines, tous les systèmes, ce que j'ai évoqué au départ, les Mhm. ontologies, les bases de connaissances, etc., qui sont complexes. On est obligé de partir dans un modèle, voilà, de programmation, de bases de données, etc., qui sont difficilement perceptibles par l'homme, par l'humain. Ouais, ouais. Et d'un autre côté, on a un circuit décisionnel qui, lui, est géré par l'homme. C'est-à-dire typiquement hein, la C-suite, les personnes qui vont être à la direction. Et l'IA, elle peut permettre de lier plus ces deux parties. Elle va être très bonne dans le management de cette complexité et de le simplifier sans le mettre sur un lit de Procus, c'est-à-dire sans, on va dire, le couper cette complexité et nous donner des mauvais modèles pour pouvoir comprendre. Donc je pense que Ok. l'IA, elle est très forte de ce côté-là. Et après, hein, dans toute cette complexité, il y a de l'image, il y a du texte, il y a des schémas, il y a des graphes, il y a des bases de données énormes. Et donc l'intelligence artificielle, elle a même, si elle est bien, donc on dit souvent l'IA au singulier, c'est les IA et Mhm. comment on va réussir à orchestrer tout ça. Celui qui réussit à orchestrer ce sujet-là dans son entreprise et qui réussit à avoir une manière simple d'avoir un œil dessus et de prendre des décisions, clairement, il aura un avantage compétitif sur les autres personnes, sur les autres industriels. Et en même temps, celui qui ne le fait pas, il se Il sera heurte en au fait retard. qu'il y a Ouais. des nouveaux acteurs ou des Ok. personnes qui ont bien géré cette transformation. Donc je L'avantage, pense qu'il est là le l'avantage sujet. compétitif, concrètement, c'est quoi? C'est du gain de productivité? C'est quoi? C'est C'est de ça. l'avance? Comment on peut le Ah, matérialiser et comment on l'explique? Mmh. Non, c'est tout ce que tu as évoqué, hein. C'est un gain de temps, clairement, hein. On le voit, je prends l'exemple, on va pas mal le citer, mais ça permet vraiment de le rendre perceptible. ChatGPT, tu as tout un tas d'idées qui bouillonnent dans ta tête. Mhm. Tu te dis entre le moment, c'est vraiment entre le moment pour reprendre un peu les dires d'une personne qui est Flavien Chervé, qui est connu un petit peu côté IA, du côté de Lyon. Il parle beaucoup de l'IA et la créativité, et il évoque voilà le fait qu'on est beaucoup plus rapide entre le moment où on a l'intention et le moment où on a fait la chose. Ouais. Et clairement, au moment où tu as l'intention, où tu t'es dit quelque chose en te réveillant le matin, tu t'es En dit, oh, termes ça serait bien de vitesse d'exécution, l'idée que tu as dans la tête et qui grenouille et que tu as du mal à ça. formaliser, Le fait de le mettre l'IA va être très que- forte pour te la formaliser. Ouais. c'est ça, c'est typiquement, Mhm. toi, tu te dis, OK, j'ai cette idée, mes équipes, faut que je leur fasse comprendre, il faut que je fasse des slides, il faut peut-être que je fasse un document où on rentre plus dans le détail, etc. Eh ben ça, entre le moment où tu te l'es dit et le moment où tu le fais, tu dis, il y a quand même un effort, j'ai d'autres choses à faire, etc. L'IA va permettre, surtout avec son volet hein, IA générative, elle va permettre de générer ça beaucoup plus rapidement, donc du coup, gagner du temps, Ouais. gagner de la productivité, gagner de l'argent, hein, puisque le temps, il est lié à Et l'argent. à une époque où on dit que les industriels français ont plus de charges, sont moins compétitifs parce que le travail est plus cher en France. Bon, clairement, après, on va évoquer le sujet, hein, les peurs de perdre nos emplois, etc. Mais clairement, on va gagner de l'efficience et peut-être que des tâches qui prenaient beaucoup de temps à faire manuellement ou à décomplexifier, on va Pas pouvoir les peut-être, hein, simplifier. c'est sûr. Oui, je dis peut-être pour ne Ça, pas moi, vexer ou pour pas faire peur, mais j'ai effectivement, donné en fait, j'ai c'est donné déjà en l'exemple route, de quoi. C'est déjà en ChatGPT. route. Ouais. Ouais, j'ai donné l'exemple de ChatGPT, mais aujourd'hui, je suis dans des groupes de travaux où on, Mm. on est dans une interface type, donc agent conversationnel, hein, type ChatGPT, mais Ouais. pour créer automatiquement des systèmes complexes. Ouais. Donc Donc c'est là, des agents, le temps gagné est énorme. c'est la notion d'agent, c'est-à-dire que de l'IA va être capable d'effectuer des tâches de plus en plus complexes, des assemblages C'est tâches ça. pardon, et on arrive derrière à créer, enfin, probablement à remplacer des postes entiers et avoir nos propres assistants. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi, quoi. C'est ça, exactement. Alors, bon, je pense qu'après, la majorité aujourd'hui, enfin, les gens qui sont bien câblés et qui comprennent un petit peu tout ça, même s'il y a des peurs ou des craintes, je pense que tout le monde, enfin, tous ceux qui ont testé et qui ont mis un peu le nez dedans, comprennent très vite l'impact que ça va avoir sur leur business, positif, hein, surtout pour moi. Euh, pour autant, il n'y a quand même pas tant d'industriels que ça aujourd'hui qui ont pris le sujet. Alors, moi, je n'ai pas non plus la prétention d'avoir une vision. Je me pose la question, je ne vois pas beaucoup émerger
de gens qui mettent en avant le fait qu'ils ont des projets IA, qu'ils ont implémenté l'IA sur toute ou partie de leur chaîne de valeur, que ce soit en front office, par exemple, sur des sujets marketing, sales, service client, ou que ce soit en back office ou en prod sur la partie produit, etc. Mm. C'est quoi les freins, à ton avis, qui empêchent aujourd'hui d'accélérer? Parce que bon, ça va super vite. Toutes les semaines, il y a des nouveautés qui nous font faire des pas de plus en plus importants. On a l'impression que le train passe et qu'on n'est pas si nombreux que ça à monter dedans, quoi. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que tu as identifié, toi, des freins, des freins que tu as pu voir dans des organisations avec qui tu as bossé? C'est quoi les freins? Ouais, je pense que, comme tu l'as évoqué, c'est un sujet de perception. Parce qu'en fait, ça se passe, hein. Mais pour les industriels, parce que j'ai rencontré beaucoup d'industriels qui sont plus ou moins matures, ceux qu'on rencontre qui sont très matures, à mon humble avis, quand on le voit, hein, quand on compare, eux, ils n'ont pas l'impression d'être très matures parce qu'ils n'ont pas Ouais. encore atteint le Graal, qui est de réussir à avoir la main, hein, sur cette complexité, pouvoir générer automatiquement. Donc eux-mêmes, ils sont très critiques envers eux-mêmes. Et D'accord. quand Donc, on ils ne voit le mettent pas niveau qu'ils forcément ont en atteint, avant les réalisations tout de suite, quoi. c'est ça, et puis ils n'ont pas forcément cette occasion, hein. Typiquement, quand on leur propose de se faire des groupes de travaux ou de présentations, ben, ils sont carrément pour aller présenter. Mais comme il n'y a pas aussi tout de suite cet effet waouh, ben, en Hmm. fait, nous, des choses qu'on va percevoir comme amenant à cette maturité, parce que je vais arriver aux freins. Les freins, ils sont simples. L'IA, elle va, si tu veux, les avancées majeures que tu évoques chaque année, même chaque mois, chaque 2 mois, Chaque elles semaine, sont là. quasiment, hein. Ouais, semaines, ouais. Elles sont là pour ceux qui sont déjà dedans, Ouais, pour ceux qui sont déjà ouais. capables Qui ont déjà de mis te les faire mains des dedans. démos. Après, bon, il y a une différence toujours entre la démo et entre le fait de mettre en prod, etc. Mais typiquement, je pense notamment il y a un client il n'y a pas longtemps qui nous a évoqué une démonstration par DeepMind, hein. DeepMind, c'est juste, ça fait partie des grands noms de l'intelligence artificielle. C'est ceux qui sont derrière AlphaGo, les victoires un petit peu dans les jeux. Ils ont commencé dans les jeux. Et puis là, ils passent un petit peu dans tout ce qui est scientifique, dans tout ce qui est industriel. Ben, eux, l'effet waouh qu'ils peuvent t'amener, les industriels, ils vont pas avoir le même sujet parce que eux, ils sont pas que dans l'IA, ils sont Hmm. aussi dans leur Ouais, métier, ouais, dans etc. leur métier de la production au quotidien, C'est ça, ce etc. qui fait qu'il va falloir réussir à gérer ton métier et en même temps réussir à amener la disponibilité de la data, parce que l'IA aujourd'hui telle qu'elle est, on pourrait rentrer dans le détail de l'IA symbolique, l'IA connexionniste. Là aujourd'hui, ce qui fait le buzz, c'est l'IA connexionniste de type machine learning, Hmm. en particulier les LLM, en particulier l'IA générative. Aujourd'hui, pour atteindre ce niveau-là, on va parler aussi, hein, des sujets de confidentialité de la donnée et tout, Hmm. mais il y a tout un tas de sujets autour Qui ne sont pas pour arriver. structurés, qui ne sont pas prêts pour qu'on puisse utiliser l'IA de manière pertinente. C'est-à-dire que même ceux qui ont réussi à structurer, ça demande un effort tellement énorme qu'ils n'en sont pas encore à cet effet waouh. Que Ouais, je même, tu comprends. sais, moi, je l'ai pas évoqué, mais du coup, je fais partie des groupes de travaux donc à l'ONU, à l'AIEA, sur le nucléaire et l'IA. Il y a certaines présentations qu'on me fait où je vois des choses où je me dis, ah ouais, bien avancé. Et en fait, on est plusieurs représentants français. Et quand on réévoque le sujet, ben, eux, en fait, ils sont pas choqués. Ils me disent, oh, Hmm. c'était pas fou. Et en fait, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'il y a derrière le Hmm. travail qui a été donné. Mais ces personnes-là, du jour au lendemain, elles vont te montrer des capacités dans leur entreprise parce qu'ils auront fait le taf avant, Ouais, parce qu'ils auront eu cette ouais, je structure comprends. de données, parce Donc, qu'ils auront eu. un des freins, donc pour résumer ce que tu viens de dire, un des gros freins, c'est de structurer tout ce ce qui va nécessiter de nourrir cette C'est ça. IA. Je n'ai pas envie de dire technologie, parce que c'est pas qu'une technologie, l'IA, c'est beaucoup Ouais, plus profond que ça en termes de changement que ça apporte aujourd'hui. Donc, en gros, le sujet data, j'imagine que le sujet process aussi, parce que si on c'est ce regarde que un petit peu la façon. c'est la deuxième chose que j'allais dire, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est biface. Tu as le Hmm. sujet de la data qui va l'alimenter, mais si cette data, elle est hors sol, si concrètement tu l'as juste dans des Excel Ouais, ou tu l'as même dans des bases de données mais qu'elle n'a pas de sens, bah ok, tu as entraîné ton IA, mais comment elle rentre dans tes process? On ouais. l'a évoqué, on a dit l'IA, c'est pas une IA, c'est des IA. Hmm. Du coup, souvent, hein, nous, ce qu'on va faire, hein, quand on va travailler avec nos industriels, c'est qu'on va essayer de travailler sur la modélisation de leurs process. Ouais, je Donc comprends. déjà, comme tu le sais, Karim, parce que vous travaillez un peu pareil aussi, hein, sur le front office, si déjà un client te dit qu'il connaît pas ses process, qu'il les a pas dessinés à un endroit, C'est qu'il n'y a ou pas de même process. s'il C'est y a qu'il n'y pas a pas de de process. il y a forcément un process quelque part, tu vois, mais typiquement, s'il l'a pas dessiné, s'il l'a pas modélisé, Hmm. si même on a les process voilà, digitaux, où tu vas pouvoir même interagir avec, etc. S'il a pas ça, ben derrière, à Compliqué, ouais. quel endroit l'IA t'apporte de la valeur ajoutée, sachant que l'intelligence artificielle, à part les LLM, c'est quelque chose qu'on va dire en mathématiques, c'est très discret, dans le Ouais. sens où tu vas dire, je vais en avoir besoin là, puis là,
puis là. Les LLM, ils te permettent d'avoir des tâches un peu plus continues, tu Continue. vois. Ouais. Et de manière générale, dans ta entreprise, tu n'as pas que les LLM. Une fois que tu as eu un chatbot, que tu as connecté à tes données et que tu réponds avec, c'est quoi l'étape d'après? Il y a aussi le sujet de l'optimisation. J'ai des paramètres dans mon industrie. Je veux des explorations mathématiques qui me permettent d'avoir le truc le plus optimisé, de savoir comment placer mes paramètres. Ouais. C'est aussi l'IA de type Ouais. heuristique, de type optimisation. Tu as aussi le sujet de la computer vision, où là, ça va être des modèles qui vont être entraînés sur des images. Tu as Ouais. tout ça à prendre en compte. Et Ouais, donc, je si comprends. tu sais pas, le process finalement, c'est ton lien. Et j'avais cette conversation qui était vraiment intéressante avec un industriel il n'y a pas longtemps sur les agents. Ouais. Les agents, ça impressionne. Ça a toujours existé, hein, la modélisation multi-agent. Mais là, on a les LLM qui permettent d'avoir un chef d'orchestre Ouais. qui va permettre de dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Hop, tu m'as envoyé une information, encore une fois, qui est pas du tout complexe, structurée, etc. Mais derrière, il faut que je la structure pour les différents agents. Et ben là, les personnes se disent ah ben les agents c'est la solution. Mais il n'y a pas d'agent si tu sais pas où tu vas utiliser tes agents. Ouais. Tu Ouais, vois. il faut avoir Donc, des moi, je cas, des use cases, il faut avoir du coup des process pour comprendre à quel endroit ça va être pertinent de se casser la tête exactement. à Je développer t'amène un un agent. groupe de gars. Mm. À la fin, il faut quand même que tu leur fasses une Ah feuille ouais. de route chacun, etc. Tu vois. Ah ouais. Ce que tu dis, c'est que tu peux amener 15 artisans, les meilleurs plombiers, les meilleurs maçons. Si tu n'as pas les plans de la maison, Oui, ou si monsieur. tu... chacun va construire un truc dans son coin et à la fin, tu n'es pas sûr d'avoir une baraque, quoi. C'est un peu ça que tu es en train Exactement. Donc, il y a d'expliquer. vraiment ce sujet. Et après, les agents, il y a une particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas encore une plateforme assez simple à utiliser pour faire du multi-agent. Il y a Microsoft, il n'y a pas longtemps, qui a sorti quelque chose, il me semble. Mais si tu veux, le fait que tu es obligé de passer par des frameworks plutôt Python ou Mm. plutôt langage de programmation, et que c'est la direction plutôt, ou les directeurs de la, disons-le, hein, de la performance, etc., qui ont cette vision sur les performances, ça fait que, si tu veux, le gars, il vient, il lui parle de librairie Python et Mm. d'efforts de développement. Et l'autre en face, ben, il voit pas en fait encore L'intérêt, ouais. Ouais, la ouais. valeur ajoutée, etc. Tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Alors, on a une question, comme on est en live, n'hésitez pas, j'ai oublié de le préciser, on est en live avec Emir, c'est un vrai live pour le coup. Vous avez la possibilité de commenter sous le live, de me poser vos questions et d'avoir des réponses en direct d'Emir, profitez-en. On a d'ailleurs une question de Willy. Celle-là, elle devait arriver, cette question. Est-ce que les entreprises ne vont pas se servir des avancées technologiques pour réduire les effectifs humains? Je pense que ça rejoint un peu le sujet, hein, Karim, que tu as Mm. évoqué. C'est multidimensionnel, l'IA. C'est pas juste une technologie. On sait qu'on a toujours eu, à travers l'histoire, hein, les technologies qui ont conduit à la disparition de certains emplois et à l'apparition de nouveaux emplois. Là, Ouais, aujourd'hui, tu vois, quand tu vas retirer de l'argent, tu te dis pas, je vais rentrer dans la banque et je vais demander au ouais. banquier ou à la banquière de me C'est donner assez rare qu'on le 10 fasse. euros, Ouais, 20 ouais, ouais. euros. Il n'y a pas Ceux si qui vont longtemps, on le retirer. faisait. Moi, j'ai connu l'époque où on faisait ça. On allait au guichet, on faisait la queue et on demandait à retirer 20 balles ou 30 balles, quoi. Ouais, c'était un peu jeune, mais je l'ai connu. Ouais, Et typiquement, si tu veux, la problématique, c'est une problématique du monde du travail. mm. On sait très bien que en tant que directeur, si j'ai la possibilité de pouvoir réduire ma masse salariale et augmenter mes profits, on va pas se mentir, la personne, elle va pas faire. Bah, évidemment, en tant qu'employeur, en tant que chef d'entreprise, si tu peux optimiser les coûts, tu vas le faire. De toute façon, c'est la marge de l'histoire. Si on a des solutions qui C'est nous ça. permettent de le faire. Après, moi, à titre, je peux donner mon expérience. Je t'en prie, On est tout à fait touchés, nous, dans des agences comme la nôtre, de plein fouet par l'arrivée de l'IA. Aujourd'hui, mon équipe, elle le prend plutôt comme une chance de se débarrasser de toutes les tâches. Déjà, c'est une j'ai première du étape, hein. learning. Enfin, tu vois, faire des PowerPoint, réfléchir, comme tu le disais, tu as une idée en tête, tu as besoin de la formaliser plus rapidement, traiter des tableaux Excel où c'est un peu gavant d'aller à la main et analyser des tableaux Excel. Bon, voilà, on gagne énormément de temps et on voit tout de suite l'impact sur la productivité. Pour autant, ça ne m'a pas donné l'idée pour l'instant, en tout cas, de virer les consultantes que j'ai. Au contraire, ça me Ouais, c'est un permet de très les bon métier. focaliser sur leur valeur ajoutée, qui est l'accompagnement du client, le change management, le suivi de projet, etc., où elles, en général, elles se font un peu plus plaisir que le traitement de tableau Excel, quoi. C'est clair. Il y a une étude, il me semble, c'est Robinson en 2010 qui analyse un peu les ingénieurs et il ressort avec un chiffre, hein, sur le temps passé à rechercher de l'info et à en donner. Mm, C'est 50%. Tu vois. d'accord, ouais. Et Euh, 50%, c'est selon les cas, c'est que tu maîtrises ton domaine, etc. Ça peut ouais. monter, ça peut diminuer quand Ouais, tu donc utilises toujours les mêmes docs, dans la etc. gestion de projet, c'est typiquement tu passes un temps fou, tu aurais un endroit où tu peux interroger un chat qui va lui-même fouiller dans les comptes rendus de réunion pour répondre à la question. Tu gagnes énormément de temps, j'imagine, Et surtout sur des projets le- complexes que tu as pu connaître toi de ton côté, c'est par ça, exemple. ouais. Le meilleur exemple, c'est Iron Man, hein. C'est Tony Stark et je crois Jarvis, où si tu veux, il y a cette interaction du direct.
toi, tu as ton orientation, tu as tes grandes idées, et puis en fait, entre le moment où tu vas avoir l'idée et le moment où tu vas pouvoir actionner cette idée-là, bah, tu as l'intelligence artificielle entre, et c'est pour ça que je disais que c'est un sujet IHM, et je pense qu'on va en discuter sur les différentes technos annexes, mais tu vois, le sujet aussi de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, c'est des sujets qui vont rentrer aussi dans ces sujets IHM et qui vont venir, en fait, c'est très complexe. C'est pour ça qu'on dit, hein, c'est pas facile à actionner dans l'industrie que tu veux, mais parfois, il va falloir que tu aies une bonne connaissance au niveau réalité virtuelle, réalité augmentée, pour amener une IHM super intéressante qui va se nourrir côté intelligence artificielle des données de ton industrie qui est présente dans les documents, où tu vas pouvoir voir en conception les scénarios devant toi, voir ce que les autres ont proposé dans les documents. Cette interaction, quand on a vu le casque notamment de nos amis de Apple, où tu es capable de circuler chez toi, de mettre un écran ici, de revenir ici, ben, en fait, on vient casser cette barrière. Et l'intelligence artificielle, c'est vraiment le côté comment je fais aussi pour traiter une donnée qui est complexe, qui est énorme en volume et qui est hétérogène en qualité de données, et pouvoir l'amener à l'humain de la manière la plus appropriée pour lui. C'est la voiture autonome, c'est Tesla avec la voiture on a tous vu ces images qui conduit toute seule, qui identifie un piéton, un mec en train de se jeter sous les roues ou de traverser hors des clous et d'analyser cette donnée en temps réel, quoi. C'est ça. Donc, pour rejoindre juste, pour finir sur la question de Willy, donc clairement, je pense qu'avec Karim, on est aligné, c'est la marche de l'histoire, mais c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'il y a une accélération de ça. On n'en est pas sûr non plus, parce que dans une industrie, c'est pas du jour au lendemain où on arrive à une technologie. Comme on l'a dit, il y a des barrières à l'entrée qu'il va falloir lever pour les industriels. Après, de ce côté-là, c'est multidimensionnel. C'est des sujets aussi qui doivent se traiter du côté du droit du travail. C'est des sujets qui doivent se traiter côté philosophie, côté psychologie, côté tout ça. Et c'est pas... je pense qu'en Europe, on le voit souvent, la phrase aux États-Unis, ils innovent, en Chine. Nous, on réglemente, mais bon. Là, il y a parfois, c'est bien aussi. Parfois, c'est bien aussi de réguler un petit peu. Bon, je sais pas si c'est toujours. La personne qui est chargée de l'IA côté ministère français a barré dans son post LinkedIn le on régule, elle a mis on accompagne. Là, au final, peut-être que, en tout cas pour la question, Willy, je pense que tu es plutôt bien en France. C'est clair. Justement, ce que tu disais, c'est intéressant. C'est quoi un petit peu, on va dire, donc on parlait des freins, qui étaient les freins qui sont aussi des prérequis, c'est la qualité de la data, la documentation ou l'organisation, la compréhension des process internes. Et les pipelines et tout, Là, on vient de parler des gens, en fait. Comment est-ce qu'on va accompagner les gens dans cette transition-là? Si tu devais conseiller un dirigeant industriel, et je ne parle pas d'un grand groupe qui peut-être va être accompagné et pour qui ça sera plus facile, un dirigeant industriel d'une PME aujourd'hui qui hésite encore ou qui se pose des questions, par quoi il devrait commencer? Quelles sont les compétences? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des compétences ou des expertises spécifiques qu'il devrait avoir en interne? Voilà, c'est quoi les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut démarrer un petit peu sur l'IA? Alors nous, en général, parce que c'est ça qu'on fait, clairement, c'est avoir ces discussions. Déjà, on conseille vraiment de ne pas foncer tête basse dans des use cases tout faits et on se dit c'est simple, je vais amener un ingénieur IA. On a eu des clients qui l'ont fait et qui l'ont regretté. Alors, ils n'ont pas jeté des millions par la fenêtre, même s'il y a peut-être des entreprises qui l'ont fait, mais plus grands groupes, comme tu l'as évoqué, Karim, c'est prendre du recul. Prendre du recul et se dire qu'il y a deux dimensions dans ce vers quoi on va vouloir aller. Il y a une dimension métier, ça vous l'avez de votre côté, c'est souvent pourquoi la majorité des données d'entrée qu'on a dans nos audits et dans nos activités de conseil, c'est du use case. C'est des documents où il va y avoir une description du process métier ou du... C'est ça, sans s'interdire rien, du use case parfait, etc. Prioriser business, ça c'est vous qui l'avez. C'est pas la personne en face c'est pas l'expert IA ou l'expert digital qui va venir vous expliquer votre métier. Et ça c'est super important. Mais concrètement, est-ce que moi j'ai vu des clients ou des prospects aujourd'hui, enfin quelques clients qui ont commencé à payer des formations pour prompter. Est-ce que ça c'est un bon point d'entrée, quoi? On en arrive à ça, parce que si tu te dis, parce qu'il y a ce côté un petit peu, j'y vais du bout du doigt de pied, tu vois, je pose dans l'eau, elle est un peu froide, je teste, ça me teste pour pouvoir faire des posts réseaux sociaux, on va se former à ChatGPT. Est-ce que d'ailleurs, moi, mon sentiment, c'est que je trouve que c'est un contresens de devoir se former à prompter. Alors oui, il y a des techniques de prompt, etc. Mais tu parlais d'interface homme-machine. Si on va dans le sens de l'histoire, moi demain, j'attends qu'il réfléchisse à ma place et qu'il sache mieux que moi la question que je vais poser. C'est un peu ça, quoi.
Ouais, c'est surtout ça. En fait, sur le sujet des prompts, c'est surtout, pour moi, je suis persuadé qu'au fur et à mesure, on va réussir à avoir aussi en interne des IA, des aides au prompting qui vont Mm. reformuler le prompt initial pour que le LLM, ben, du coup, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une technologie derrière le LLM, hein, qui est basée Mm. sur l'embedding, qui est basée sur les vecteurs. Il y a des entraînements spécifiques. Il faut réussir à naviguer dans ce qu'on appelle l'espace latent créé par ces vecteurs. Et donc, du coup, il y a des techniques dans la formulation de la requête qui elle-même va devenir une sorte de vecteur et il va y avoir des rapprochements sémantiques, etc. Et donc, Ouais. c'est ça le sujet du prompting. C'est réussir à donner de manière pragmatique à des utilisateurs de ces LLM les bonnes techniques. Et ça rejoint un petit peu aussi le sujet tu sais, des communications. Comment communiquer avec des personnes. Si tu Mm. communiques avec la personne en face, tu te dis elle a le même vocabulaire que moi. Ben, en face, tu as de grandes chances que la personne ait compris autre chose. Ouais, donc Tu tu as vois. besoin de te mettre au niveau ou au diapason, on va dire, de la personne que tu as en face, et c'est C'est pareil de quand tu ça. Donc, discutes du coup, avec limite, tu sais, c'est un avec un peu, chat. Ouais. tu Ouais. reprends, t'as pas un humain en face de toi, mais tu reprends un petit peu ses formations de communication et tu vas Ouais. retrouver beaucoup de liens avec le Ouais, prompting, tu donc vois. on peut faire une formation d'expression ou de communication et ça remplace la formation d'ingénierie de C'est ça. prompt. Tu vas rajouter la partie technique, etc. Mais on va retrouver un peu ça, tu vois. Parce qu'à la fin, l'humain, il faut qu'il discute comme un humain aussi. Tu Donc vois, dans les prérequis, bon, pas forcément besoin d'aller embaucher tout de suite des spécialistes de l'IA ou d'aller embaucher un gars comme Emir avec un non, doctorat ou un bac plus 8 on peut en partir IA. externe. C'est ça, au Hmm. départ, on va proposer plutôt un accompagnement où on va partir des use cases et on va partir aussi de ce qu'on Ok. observe chez nos clients et on va essayer de sortir. Donc, il y a deux dimensions, comme je le disais. Nous, on va sortir la dimension surtout technique, prise de recul et stratégie d'entreprise. Hmm. Parce qu'en fait, la stratégie d'entreprise, elle est super importante. Tu l'as évoqué. À un moment donné, si on veut devenir compétitif dans ça, il faudra qu'on essaye de s'armer d'une équipe Ouais, interne. ouais, Et, ok. et nous, en fait, comme on le dit à nos clients, notre objectif, c'est pas de vous laisser toujours assoiffé d'eau et on vient vous amener juste une bouteille. C'est en fait, on a envie de progresser avec votre progression et avoir des sujets. On rencontre des clients vraiment qui, pour certains, ils sont au départ. Hmm. Des clients où on discute avec la DSI, donc il y a un rapport aussi informatique. Les bases de données, en général, ils comprennent très bien. Puis ils sont contents qu'on leur parle pas de magie pour l'IA. Ouais, Ils ouais. comprennent un peu Donc l'aspect la mathématique. data, on revient sur des choses. On commence par structurer sa donnée. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être un des prérequis, embaucher quelqu'un ou faites-vous aider par quelqu'un qui Ça. vous aide Et à avant avoir la une donnée de quali. structuration de données, Karim, il y a aussi l'objectif. Objectif, Revenir ouais, à pourquoi on fait l'objectif. tout ça, quoi. Ouais. Hmm. C'est quoi ton objectif au niveau des tâches que tu vas vouloir automatiser. Typiquement, ouais, j'ai envie de mettre des. C'est quoi l'objectif derrière mettre Ouais. un chatbot? C'est quoi l'objectif derrière apporter une optimisation ici, Et, etc. et- Là, et- et là, dans ce que tu disais, et puis, ça rejoint un peu ma philosophie aussi, c'est il faut rattacher ça à des objectifs qui soient des objectifs business, pas uniquement c'est de ça. mettre un chatbot pour mettre un chatbot. Concrètement, l'objectif business, c'est je veux réduire le temps passé sur du remplissage de tableau Excel de 40%. Ça me permet de libérer 40% de temps à ma Donc, collègue ou à mon collègue. il y a Et donc tu je vois. gagne derrière de la productivité. Je peux aller faire plus de choses avec la même ressource humaine ou la même capacité temps aujourd'hui, quoi. Donc, ça veut dire, Karim, aussi, par rapport à ce que tu as évoqué, un objectif, j'essaye de le rendre mesurable et j'essaye d'avoir des KPI pour voir si finalement ça a fonctionné. Parce que tu vois, le côté Mm. technique, j'ai mis un chatbot, c'est bon, débrouillez-vous. Ouais, mais est-ce que ça fonctionne sur le terrain? Puis peut-être que tu te rends compte en fait que le chatbot n'est pas utilisé et c'est peut-être un sujet juste d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur ou d'IA à l'intérieur. Donc il y a tous ces sujets à prendre en compte. Le conseil vraiment, c'est comme tu l'as évoqué, à vous la priorité business sur les tâches que vous nous évoquez, à nous la priorité de complexité pour essayer d'aller Mm. rapidement sur des ROI et puis essayer de découler sur une roadmap qui a du sens. Tu vois, D'accord. sur un temps où on va avoir Notion de des roadmap, ouais. projets, petit à petit, les projets vont être de plus en plus complexes et de moins en moins prioritaires. Au départ, on va Ok. essayer de partir vraiment sur où il y a les feux et où actuellement le marché est mature pour aller progressivement vers des sujets où là, ça implique du machine learning. Donc, ça Ouais. implique d'arriver avec des jeux de données, ça implique D'accord. d'arriver Ok. avec une continuité du modèle et comment on l'intègre dans le SI de Donc, pour l'entreprise. Tu vois. résumer, on démarre par ce qui va avoir un impact qui est le plus facile à faire, mais avec un coefficient ou un impact beaucoup plus rapide sur le business. Et puis après, on va vers des Exactement. sujets un peu plus complexes, un peu plus profonds, entre guillemets, Exactement. ou un peu plus structurants. Il y a une question d'Arnaud. Les sujets IA, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est intéressant. Les sujets IA et éthiques sont-ils déjà pris en compte dans les problématiques RSE chez des comptes avec qui tu as bossé? Est-ce que ça rentre dans la grande enveloppe RSE dont tout le monde parle De aujourd'hui? manière, indirecte, en vrai, parce que les sujets éthiques, il y en a plusieurs dedans. Hein. Il y a le sujet notamment des biais. Il y a le sujet, vous l'avez vu, hein, notamment, pour moi, ce qui fait Les qu'OpenAI biais, est tu peux expliquer sorti. l'histoire des biais parce que je ne sais pas si tout le monde est conscient de Alors, ça.
du coup, quand on va entraîner, typiquement, ce serait plutôt les cas où vous pouvez avoir un cas interne où vous avez une personne qui vous en veut dans l'entreprise et qui va aller mettre en avant des choses qui s'étaient passées dans l'entreprise. Ça peut arriver, mais en général, c'est plus quand on va avoir une entreprise qui est en lien direct avec des clients et qu'on va vouloir déployer de l'IA vers des users. Où là, on peut avoir, c'est ce qui s'était passé avec Google, où en gros, ça avait été entraîné par des, on va dire des développeurs ou des gens qui étaient plutôt blancs, d'un certain âge, masculin, et par exemple, ça prenait pas en compte des personnes de couleur, ou ça prenait pas en ça, compte ou les parties d'entraînement, des femmes, etc. Ouais. voilà, et donc du coup, on va tout de suite récupérer ces infos que, par exemple, votre chatbot a mis en place dans un site et l'utiliser pour faire du bashing de votre entreprise. Là, de ce côté-là, voilà, faut mesurer les risques. C'est comme dans tout. On va essayer quand même de proposer une analyse du risque, etc. Et donc, en ce sens, sur le sujet éthique, c'est pris en compte indirectement dans le RSE parce qu'en fait, on en revient au même que ce qu'on disait au départ. L'IA va pas changer votre entreprise dans le sens où votre entreprise, elle a toujours le même business model. Par contre, l'IA, elle va modifier des choses en interne pour amener ce business model peut-être plus rapidement, peut-être avec plus de qualité, peut-être les deux. Et quand on va amener ces modèles d'IA, finalement, normalement, ça doit se rattacher à des éléments du RSE qui sont déjà présents. Typiquement, le fait que mon entreprise ait une bonne réputation, une bonne réputation. Qu'elle ait un index homme-femme, l'égalité homme-femme, donc l'index qui fait partie de la RSE, qu'elle prenne en compte des sujets ou des sujets de diversité, par exemple. Finalement, tu as raison. Donc les biais qu'on peut retrouver dans l'IA, on va les retrouver. Par exemple, Karim, sujet diversité, je décide de mettre une IA, je l'ai déjà vu, je décide de mettre une IA qui va rechercher le bon profil par rapport au CV ou par rapport à l'activité. Si jamais il y a des biais importants au niveau de la data historique, alors dans ce cas-là, vous allez avoir des personnes qui seront mises en avant. Si c'est pris en compte, donc déjà votre indice il peut se modifier, mais si vous le faites après mécaniquement, du coup il y a moins d'intérêt du côté de cette IA. Si vous le laissez tel quel, on peut aussi. Donc en gros, si on recrute toujours des hommes pour certains types de postes et que la data sur laquelle on a entraîné l'IA montre que depuis les 10 dernières années, sur ce poste-là, on a recruté majoritairement des hommes. L'IA va proposer des hommes, systématiquement. T'entends beaucoup, ouais, non, mais c'est l'IA. L'IA, c'est pas la vérité. Non, l'IA, c'est sur la donnée. Donc, pour répondre à la question d'Arnaud, c'est plutôt, c'est pas la RSE qui va prendre en compte l'IA, c'est l'IA qui va prendre en compte. Est-ce que vous êtes déjà dans une stratégie ou une politique RSE? Et à ce moment-là, votre IA sera probablement partagera les mêmes valeurs, en tout cas s'adaptera à ce contexte-là, ou est-ce que dans votre stratégie RSE, vous avez déjà des biais et en ce moment-là, ils seront probablement répétés dans l'IA ou repris par l'IA que vous allez déployer. C'est un indicateur, l'IA, du coup, un indicateur de la situation de l'entreprise. Ça, c'est très intéressant. Comment tu vois l'évolution, là, si on regarde un peu le futur? On voit que ça va très vite, j'allais dire dans 5 ou 10 ans, mais j'ai envie de dire dans 6 mois, tellement les choses vont vite. C'est quoi l'évolution? Je sais que sur la puissance des calculateurs aussi augmente. On entend parler, je crois qu'il y a eu une news là, qui est tombée sur les ordinateurs quantiques avec une puissance de calcul énorme, etc. J'imagine que ça va avoir à un moment donné probablement un impact. Là, dans les mois, les années qui viennent, c'est quoi pour toi les choses qui vont devenir incontournables pour une boîte industrielle, pour une PME qu'est-ce que tu as identifié comme tendance de fond, on va dire? Si on sépare les deux, parce que tu as évoqué deux choses, tu as évoqué le côté un petit peu mainstream avec les ordinateurs quantiques, avec ce que va nous montrer Google, DeepMind, AWS, OpenAI, où là, ça va être de plus en plus impressionnant. Et je pense que les couplages avec la donnée de qualité, parce qu'il faut savoir que nous, en tant qu'humains, on interagit avec une donnée qui est très qualitative par les 5 sens. Quand vous donnez une donnée au LLM, c'est une donnée qui est de qualité bien moindre. Typiquement, vous n'allez pas avoir... C'est ça. Donc, du coup, de plus en plus, réussir à avoir des modèles multimodaux, donc avec plusieurs modalités de données, des modalités, on l'a vu avec OpenAI, qui a évolué, qui a ce côté de la parole, une interaction directe avec la parole, etc. Réussir à avoir de plus en plus les modalités aussi visuelles. Donc, on va avoir de plus en plus de choses qui vont se rapprocher de notre monde réel en termes d'interaction. Si on ajoute à ça ce que j'ai évoqué, réalité virtuelle, réalité augmentée, de plus en plus, on va avoir l'IA et sa puissance qui va rentrer dans des interactions avec la machine qui sera on va de plus en plus casser
cette barrière de l'IHM, rejoindre. Alors, on va pas arriver à une science-fiction du jour au lendemain, mais en tout cas, voilà, vous prenez n'importe quel film de science-fiction, l'IA, elle nous impressionne pas parce qu'on est en train de parler à ChatGPT via un prompt. L'IA, elle nous impressionne parce que dans le film, on parle à un ordinateur ou on parle à un robot numérique, etc. Ouais. Exactement. Donc il y a le sujet aussi, on n'en a pas parlé, mais des robots, hein, il y avait des projections qui parlaient, Les je pense qu'on humanoïdes, sera en ouais. 2025, mais 2025-2030, avoir des robots compagnons qui, eux, du coup, vont pouvoir analyser la donnée, mais aussi pouvoir avoir une interaction qui est beaucoup plus fluide avec l'humain. Par contre, si on part côté industriel, il y a des sujets, du coup, on en avait discuté un petit peu, Karim, et pour moi, qui sont super importants pour les industriels, c'est que il y a le sujet, vous en avez sans doute dû parler, du jumeau numérique, des maquettes numériques, etc. Il faut réussir aussi pour les industriels en termes de conception, en termes d'exploitation, en termes de démantèlement de leurs installs, etc. Comprendre que si on veut appliquer l'IA sur ces modèles, il faut avoir des méga plateformes dans lesquelles aujourd'hui vos applications qui viennent splitter la donnée entre différentes parties, des applications qui souvent sont d'éditeurs différents, c'est-à-dire qu'on a des formats de données différents, parfois des formats propriétaires. Réussir à avoir toutes ces applications dans une même méga plateforme qui prend en compte le cycle de vie. Donc, on parle souvent de PLM pour la méthode, un Product Lifecycle Management, gestion de mon cycle de vie de mon produit, qui va désigner à la fois la méthode et à la fois l'outil. Donc, il y a des grands industriels qui sont dans ça. Il y a Dassault, il y a Siemens, il y en a plusieurs. À partir du moment où vous pouvez avoir toute votre donnée dans des applications qui sont dans cette méga plateforme, qui est capable d'avoir des bases de données sous-jacentes, d'avoir des applications qui sont utilisées par le métier, d'avoir même des modèles 3D, pouvoir les voir en réalité augmentée, en réalité virtuelle, avec le téléphone, etc. Et qu'on met l'IA dans ça, là, on va commencer, en plus en IA générative, on va commencer à avoir des choses qui sont vraiment impressionnantes, notamment dans le groupe de travail dont je t'évoquais à l'AIEA. On a vu la création automatique de la tuyauterie dans des modèles 3D, côté japonais. On va avoir de plus en plus. Donc ça veut dire, attends, parce que justement c'est une question que je voulais te poser sur des use cases concrets. Là tu es en train d'expliquer que sur la conception d'une centrale nucléaire ou l'optimisation d'une centrale nucléaire, on est capable avec l'IA de modéliser la façon dont on devrait poser les tuyaux qui vont faire circuler les fluides. Exactement, tu m'as compris, il y a des sujets de données qui sont complexes, comment cette donnée elle est représentée, comment on fait pour faire les entraînements. On va optimiser le passage des tuyaux dans le cœur de la centrale, par exemple. Là j'ai évoqué tuyaux parce que j'avais vu le use case présenté devant moi. En plus c'est impressionnant parce que c'est 3D, donc c'est très visuel, etc. Mais typiquement, on va avoir deux points qui vont se rejoindre. D'abord, la conception automatique de toute une installation. Ça va rejoindre un petit peu, tu sais, comme sur ChatGPT, on se dit pas que ça va être bon du premier coup, mais on va être plus dans une relecture. On va affiner, on va ajuster, rajouter des variables et puis arriver à un résultat qui pourrait faire gagner énormément de temps à des ingénieurs, par exemple. Exactement, sachant que tout ce que tu as dit, le itérer, l'améliorer, ça va se faire aussi via l'intelligence artificielle, via la discussion, etc. Dès qu'on va pouvoir intégrer aussi les contraintes de normes, les contraintes de réglementation. Donc là, on est plus côté IA symbolique. Pour info, en rapide, l'IA a connu une évolution depuis les années 50. On a eu un passage IA symbolique où en fait on vient modéliser la connaissance et on vient lui faire ce qu'on appelle des inférences. C'est très rationnel, c'est très mathématique. Et on a ce IA connextionniste où on entraîne. C'est pour ça que des personnes vont dire attends, ChatGPT, c'est pas logique. Tu sais, il y avait ce truc qui sortait combien d'œufs de vache. En fait, il raisonne de manière très inductive. Un LLM raisonne de manière inductive. C'est ce qui est appris dans les données. Il n'a pas, on va dire, si tu veux, toute cette chaîne de raisonnement qu'avaient les systèmes experts. Mais dès qu'on va réussir à coupler les deux, et donc amener cette réglementation. On va arriver à sortir des choses intéressantes. On va générer toute une installation comme ça et on va pouvoir optimiser aussi. Donc, pourquoi pas générer plusieurs modèles, les optimiser. On a une discussion assez avancée avec un grand industriel français sur le sujet côté R&D, où en gros, derrière, en fait, tu as plein de propositions de conception, derrière une optimisation pour le choix du prototype idéal, tu vois. Donc, on va arriver clairement à des choses assez puissantes et assez énormes. Ça me rappelle le remplacement tu sais, on a tous vu ces images de dizaines d'ingénieurs en train de faire des plans avec le fameux Rotring, tu sais, à une époque. Et finalement, c'est pas si vieux, où on est passé sur des tableurs et sur la modélisation 3D, le jumeau numérique. Et demain, peut-être que le plan va être fait automatiquement et qu'on aura plutôt juste à le commenter, à l'améliorer, à discuter avec une intelligence. On va rejoindre beaucoup plus, Karim, pour s'il y a des étudiants qui nous écoutent. Tu sais, quand on nous montrait des métiers,
on voit souvent cette image de 4 personnes autour d'un ordi et c'est en 3D. Et alors qu'en réalité, quand tu commences à bosser, c'est toi qui fais le modèle. C'est ça, c'est Et c'est exactement dans ça. des slides PowerPoint, tu vois. Donc on devrait rejoindre beaucoup plus ce type d'image d'artiste, quoi. Ok. Bon, on arrive un peu à la fin du live. Une première chose, est-ce qu'en conclusion, tu pourrais nous donner 2, 3 conseils? Je te dis 3, mais si tu en as 2 ou tu en as 5, tu peux nous les donner. Mais c'est quoi les 3 principaux conseils que tu donnerais à une entreprise industrielle pour qu'elle elle adopte l'IA et qu'elle embrasse cette transformation? Bah, déjà, je ne suis pas contre le fait de s'entraîner sur les prompts, Mhm. mais typiquement, prenez beaucoup plus de recul sur l'IA de manière générale. Donc, essayez de suivre bon, je fais la pub, mais on le propose aussi, Mhm. mais essayez de suivre des formations pour les dirigeants où en fait, Ouais. vous allez prendre beaucoup de recul. Vous n'allez pas faire les équations mathématiques derrière les réseaux de Ouais. neurones. Vous allez prendre beaucoup de recul sur c'est quoi les types d'IA, ce que ça peut apporter dans les use cases, etc. Donc, pour que vous avoir une soyez vision, avoir une culture autour de ce sujet et avoir une vision globale de ce qui est possible et de ce qui existe. exactement, pour Mhm. pouvoir prendre des décisions éclairées. Ok. Donc, essayez de prendre beaucoup de recul sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est l'IA simple? Je discute avec énormément de personnes, parfois des personnes qui travaillent dans l'IA et Mhm. ils n'ont jamais entendu parler d'IA symbolique. Donc, tout ce D'accord. qui est derrière les systèmes experts, etc. Essayez de prendre du recul sur le domaine et d'avoir cette culture de l'intelligence artificielle à même de vous apporter des éléments de décision. Donc, ne foncez pas tout de suite sur les use cases. Mhm. Prenez ce recul, puis essayez de relier beaucoup plus les équipes qui vont essayer de faire les développements IA et informatique avec les équipes métiers. Ce qui Ouais. va amener la valeur dans votre entreprise. Mieux vaut amener des modèles. On n'a pas parlé de la confidentialité de la donnée, mais quoi qu'il arrive, Mhm. si vous voulez être ultra confidentiel, forcément les modèles seront moins compétitifs que ceux qu'on nous Ceux montre qu'on a en ligne, ouais. Mhm. chaque année parce qu'il faut pouvoir les faire tourner sur des machines virtuelles qui sont beaucoup moins gourmandes. Sinon, on commence à sortir de France au niveau de ce que va nous proposer AWS, Azure, etc. Ouais. Donc, selon la classification des données, ça va être acceptable pour certaines classes de données, ça ne le sera pas pour d'autres. Et donc, aller vers ça, il faudra le prendre. Donc, deuxième conseil, essayez une fois que vous avez cette vision, d'avoir aussi une formation, une culture pour l'entreprise au niveau à la fois du métier et à la fois aussi des gars de l'IA. Il faut qu'ils aillent comprendre le métier. Il faut Ouais. qu'ils Ouais. vivent Donc de, des interactions entre le métier et la technique exactement le ou people, la la technologie partie IA. culture d'entreprise, Ouais. etc. Par la suite, essayer d'avoir une prise de recul sur les infrastructures qu'il va falloir amener. Donc là, c'est une discussion avec le DSI, avec la partie informatique, etc. Prenez en compte vos intérêts confidentiels. Il y a plusieurs niveaux. Ouais, ou Il y a le fait sécurité, qu'on envoie etc. tout à OpenAI. Pour Ouais. certains, ça peut être acceptable. Mm. Et il y en a où c'est vraiment quand on rentre dans des choses très confidentielles où on ne pourra pas même Bien mettre sûr, dans ouais. du Microsoft Azure Ouais. ou dans autre. Prenez ça en compte, essayez d'avoir la bonne infrastructure. Et après, là, on va commencer à rentrer dans des trucs plus techniques où on va essayer de se poser la question de votre donnée, comment elle transite, la modélisation des process, aller repérer au niveau des process où se trouve la valeur ajoutée, etc., etc. Donc, si tu veux, pour résumer, il y a vraiment ces 3 éléments qui sont super importants. Les personnes, pas que les équipes IA. Il faut Ouais. vraiment qu'il y ait une acculturation des personnes côté technique pour le métier, des personnes côté métier pour la technique. Là, j'entends digital et intelligence artificielle. Les process, essayez de comprendre la valeur ajoutée de vos process, les modéliser et voir où ça va apporter de la valeur ajoutée. Et puis derrière, la technique. Être conseillé de ce côté-là, accompagner et tout. Donc, au départ, tournez-vous plus vers des entreprises qui vont pouvoir vous accompagner de manière généraliste et après vous amener progressivement vers l'élément de détail. Parce qu'on Ouais. peut passer toute une vie à améliorer un modèle pour, tu sais, la Ouais, partie OCRisation. ouais, je comprends. Voilà, Émir, c'est ça. merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, on voulait quand même vous faire une petite annonce avec CFIT et Neil, donc Neil qui porte le podcast Industrial Growth, CFIT que Émir représente aujourd'hui, qui est le fondateur ou un des cofondateurs. Vous êtes plusieurs associés dans cette aventure-là. On s'est dit que pour vous aider à franchir un peu ce premier pas, on a peut-être un outil pour vous, alors un outil sans prétention, mais un outil qui vous permettrait de faire un premier diagnostic. Donc, je vais vous mettre le lien en ligne. Avec Émir et l'équipe de Neil et l'équipe d'Émir de CFIT, on a lancé ce petit diagnostic qui est accessible en ligne. Je vais vous mettre le lien, vous le partagez. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est que... Attendez, je vais dézoomer peut-être voilà, pour que vous puissiez voir l'écran, mais je vous mettrai le lien. Donc ce diagnostic, il va permettre, avec quelques questions, de vous donner une première analyse de où est-ce que votre entreprise en est sur ce qu'on a appelé au cours de ce live, les prérequis qui vont être indispensables pour développer
un projet IA et pour implémenter l'IA. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a animé, ou en tout cas la méthodologie que tu nous as aidé à déployer sur ce diagnostic, Émir? Bah, ça, on s'est posé hein, avec Neil, avec Karim, avec les équipes Neil, les équipes CFIT, pour essayer d'avoir une manière simple d'aller remonter justement ces prérequis. Donc, on a pensé à essayer d'avoir un score autour de êtes-vous prêt pour l'intelligence artificielle, high readiness, et ce score, il pourra découler derrière sur des explications concrètes de comment remonter ce score dans les dimensions. Donc, on a repéré 6 dimensions. La première, c'est celle des données et de l'infrastructure. Donc, ce qu'on a évoqué, hein, c'est beaucoup plus technique. Les compétences et cultures à chacun des niveaux de l'entreprise. L'organisation, les gens, quoi, le people et la culture d'entreprise. La culture d'entreprise super important. Je répéterai jamais assez. La culture d'entreprise, comme ça a été dit, elle mange la stratégie au petit-déj. Donc, c'est vraiment cette culture d'entreprise qui va permettre ça a été dit avant moi. C'est un grand non, mais je connais cette phrase. La culture votre culture d'entreprise, il faut mettre dans la culture d'entreprise ces éléments-là. Donc, il y a les éléments de culture d'entreprise. Process et automatisation. Si on dessine les process, on les modélise, c'est déjà pour se rendre compte de ces process, mais c'est aussi pour les automatiser. Il y a des manières d'automatiser qui vont pas tout de suite aller vers l'IA. Et puis, il y aura des éléments qui, pour les automatiser, on est obligé d'aller vers cette partie intelligence artificielle. Le volet, la dimension de stratégie et vision, puisque tout ça, il faut qu'elle ait une direction, il faut qu'elle ait une stratégie, il faut qu'elle ait une vision vers où je veux aller. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on rêve, mais pour pouvoir atteindre ce rêve, qui peut se passer très rapidement en réalité quand on voit les choses qui arrivent, il faut y être préparé. L'expérience client est la partie un peu plus front office. Ouais. Là, Neil est experte hein, de ce côté-là, et une entreprise, ça marche avec ces deux volets, vendre et être capable de faire ce qu'on a vendu, sinon c'est de l'arnaque. Et la dernière partie hein, qui a été évoquée par Willy, hein, c'est la partie éthique et conformité, puisque c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte, autant sur les éléments éthiques et autant sur les éléments juridiques. Donc, on essaie de couvrir tout ça et on essaie derrière de pouvoir accompagner les entreprises dans des roadmaps qui sont clairs et qui sont structurés pour monter ce score et pour pouvoir profiter chaque semaine, comme l'a dit Karim, des nouveautés. Bien sûr, à tout ce qui sort au niveau de l'état de l'art, au niveau des choses, ne sont pas implémentables tout de suite, mais au moins vous savez pourquoi. Ok. Donc, je vais vous mettre le lien. C'est un diagnostic qui est gratuit. Si vous le souhaitez, on pourra vous contacter. Vous pourrez nous contacter après ce petit diag pour avoir un petit atelier, une petite analyse des résultats. Et puis, peut-être vous donner un peu les prémices d'une feuille de route. On fera ça conjointement avec les équipes CFIT et Neil. Et l'idée, c'est de couvrir, grâce à ça, à la fois le front office, qui est plutôt la partie un peu Neil, on va dire, et le back office, ou en tout cas la prod, et tout le cycle produit qui est un peu plus... on va dire le métier de CFIT et notamment sur des sujets un peu complexes. Chers amis, merci beaucoup. C'était un très très bon épisode. Alors je m'auto-congratule, mais je remercie surtout Émir pour la qualité de l'intervention. On entend beaucoup de choses sur l'IA. Il y a beaucoup d'imposture aussi sur l'IA, beaucoup de baratin. Et là, ça fait vraiment du bien d'entendre quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc chers amis, à très vite et à très prochainement pour un nouvel épisode d'Industrial Growth. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. Je ne vais pas vous faire le petit laïus comme d'habitude. À très très bientôt. Salut à tous. Ciao.